Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui pour cet événement avec Emily Prophète. Merci beaucoup de votre patience. Euh, Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler de notre association Croisement Voix qui offre à peu près chaque mois une série de conversations avec des écrivains et des écrivaines de la Caraïbe et de sa diaspora. Récemment, nous avons reçu l'écrivain portoricain Sergio Gutiérrez Negron, l'écrivaine haïtienne Evelyne Trouillot, le poète, dramaturge, romancier et slammer haïtien Jean d'Amérique, ainsi que la libraire chez Librairie Calypso à Paris, Agnès Connelly. Vous trouverez les vidéos de nos anciennes conversations sur notre site web qu'on va mettre dans le chat. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram. Nous espérons que vous participerez à nos futurs événements. Mais revenons à notre conversation et notre invité d'aujourd'hui. Nous aurons une conversation entre Emily Prophète, Erica Serrato, ma collègue professeure à l'Université du Caroline du Nord à Chapel Hill, ainsi que moi-même, professeur à Oberlin College. Notre collègue et une des organisatrices de cette rencontre, Jocelyn Sutton-Franklin, aurait participé à la conversation, mais elle devrait se retirer à cause d'une maladie. La discussion durera entre 40 minutes et 45 minutes avant de céder la place à vous, l'audience, pour poser des questions à Emily ou pour rebondir sur ce qui a été énoncé durant cette conversation. Nous avons le plaisir d'accueillir Emily Prophète, poète et romancière haïtienne. Emily porte plusieurs chapeaux en même temps, étant nommée à la fin de l'année 2021 ministre de la Culture en Haïti, ainsi que la nouvelle présidente du Centre PEN Haïti. Son œuvre poétique et romanesque a été reconnue maintes fois pour sa contribution aux lettres haïtiennes et francophones. Son dernier roman, Les Villages de Dieu, est sorti chez Mémoire d'Encrier en novembre 2020 et la traduction de son premier roman, Le Testament des Solitudes, est parue chez Amazon Crossing en janvier 2022 sous le titre de Blue, traduit par Tina Cover. Sans plus attendre, vous souhaitant la bienvenue et je passe la main à Erica qui va ouvrir la conversation avec une première question. Bonjour Amélie Prophète et merci d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois, merci de votre patience, vous et le public. Donc, on va droit au but, comme avait dit Nathan. Donc, certains de vos personnages, que vous avez créés, doivent parfois faire face à leur entour afin de décider soit de changer, soit de maintenir la vie qui leur convient, même si ce n'est pas évident pour les lecteurs. Je pense à Cécé qui dit que le monde se résume dans les villages des dieux, à la narratrice du Testament des Solitudes qui raconte comment les femmes de sa famille doivent partir afin de vivre, ou bien le reste du temps où la narratrice décrit comment la ville se transforme tout le temps et surtout après l'assassinat de Jean Dominique. Pouvez-vous nous parler un petit peu du rôle de l'entour dans vos romans? C'est quoi l'importance du lieu? Le lieu est fondamental parce que on parle à partir d'un lieu et on écrit à partir du réel. Donc, ce sont des personnages du présent qui habitent la grande région de l'Ouest, Port-au-Prince particulièrement, et qui doivent faire face à un certain nombre d'éléments tous les jours, la sécurité, la faim, les crises politiques, la grande misère, parce que tout est impacté par la misère. Donc, ce sont des personnages qui doivent vivre, qui doivent se battre, qui doivent s'en sortir et souvent qui ont des
les dépendants, c'est-à-dire des gens souvent jeunes ou âgés qui dépendent d'eux. Donc, et c'est très féminin aussi comme univers de cesser à la narratrice de Le Testament des Solitudes, qui est Blue aussi, et de même que la narratrice de Le Reste du Temps. Donc, c'est un univers très féminin et ce n'est pas par hasard parce que les femmes jouent un grand rôle dans notre société. On compte beaucoup sur les femmes, même si elles font face souvent à des problèmes plus grands que les hommes. Donc, et voilà, donc c'est un attachement au lieu parce que tout individu vit dans un milieu, dans un lieu, et cet individu non seulement il fait avancer l'histoire, il fait avancer l'actualité, mais aussi subit l'histoire et l'actualité. Donc, ce sont des personnages très connectés à leur milieu, qui subissent ce qui se passe dans ce milieu-là, comme Cécé qui est dans ce ghetto en périphérie de la ville, tout au bas de la ville, et aussi la jeune étudiante et toutes les autres, tous les autres. Donc et là, et vraiment, et c'est là qu'il y a aussi la vérité du livre, parce que écrire, c'est aussi être dans une vérité et offrir cette vérité-là, cette vérité que certains peut-être ne lisent pas de la même manière. Donc, c'est ça l'écriture aussi, c'est pouvoir transférer cette vérité-là, mais en même temps l'interpréter. Donc, c'est pour cela que tous les personnages sont bien dans un milieu et ça plante le décor aussi, parce que pour la littérature, le roman en particulier, on a besoin de planter un décor. Donc, voilà, elles sont dans ce décor qui est planté et ça permet aux lecteurs et aux lectrices de comprendre Haïti, de comprendre ce que nous vivons contemporainement en Haïti. Merci. Oui, en fait, justement, parlant de la vie contemporaine en Haïti, quel est le rôle de Port-au-Prince dans votre écriture? Vous avez dit lors d'un entretien il y a un peu longtemps que vous êtes avant tout citadine porto-princienne. Et qu'est-ce que ça veut dire pour votre écriture, pour les personnages dans vos romans? Qu'est-ce que c'est la ville de Port-au-Prince et que représente-t-elle? Mais Port-au-Prince, c'est la ville où je suis né et je suis même né au cœur de Port-au-Prince dans un hôpital public qui s'appelle l'hôpital général. L'hôpital général, c'est toute une histoire avec la ville et c'est un hôpital qui n'arrive plus maintenant à accueillir les malades. C'est l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, l'hôpital général qui est situé au centre-ville et qui a tout le temps, depuis quelques années, il y a tout le temps des grèves et il manque de tout, même d'alcool ou de pansements. Donc, c'est très significatif pour moi pour montrer à quel point je suis port-au-princienne quand je dis que je suis née à l'hôpital général, l'hôpital de l'Université d'État. En fait, les écrivains sont attachés à des pays, mais ils sont aussi attachés à des villes. Parce que pour porter une histoire, il faut inviter les lectrices et les lecteurs à parcourir le lieu, à comprendre le lieu et à comprendre pourquoi il génère des histoires comme celles que l'on écrit et pourquoi les gens qui habitent ce lieu sont comme ils sont. Et c'est très important et ça renseigne beaucoup sur ce que je fais comme travail quand je dis que je suis port-au-princienne. Donc, je suis née dans cette ville en 1971, j'y ai grandi, j'ai fait des séjours à l'étranger pour des études, pour le travail, mais je reste port-au-princienne parce que c'est la ville que je connais le mieux. Quand je plante un décor, si le décor est planté à Port-au-Prince, donc je sais où je vais et je sais où j'emmène le lecteur. Cette ville a subi une modification très violente et très importante en 2010 avec le tremblement de terre, le grand tremblement de terre qui l'a ravagée. Et j'étais en train d'écrire le reste du temps, l'histoire des deux Jean, Jean-Dominique et puis Jean-Baptiste. Et j'ai mis cette ville
tel que je l'ai connu avant le tremblement de terre dans le reste du temps. C'est-à-dire quand je parle des rues de Port-au-Prince, de cette galerie de la Banque nationale où Jean-Baptiste vend les livres, moi je parle d'une ville que ceux qui ont 15 ans aujourd'hui ne vont jamais connaître. Donc pour moi, c'était une occasion de sauver ce qui restait de la ville dans ma mémoire. Et j'ai été très, très heureuse de pouvoir le faire parce que je n'avais pas encore été vraiment en repérage pour voir la somme de dégâts qui avait lieu parce que j'écrivais le reste du temps et la terre continuait à trembler. J'étais en pleine écriture du livre quand il y a eu le tremblement de terre et il y avait des secousses qui m'obligeaient à courir, laisser la table, laisser la maison et je revenais, mais avec une ville qui était vivante, qui était comme elle était il y a 2-3 semaines dans ma tête. Et cette ville-là, je suis contente de l'avoir sauvée. Et c'est la première fois que je le dis, oui, j'ai sauvé une partie de cette ville disparue en l'écrivant dans le reste du temps. Donc, je suis fondamentalement port-au-princienne et depuis 13 ans, maintenant, et je me réapproprie de ce qu'elle est devenue, Port-au-Prince. Port-au-Prince est Port-au-Prince, c'est une ville extrêmement sale, c'est une ville abandonnée, c'est une ville où il y a des guerres de gangs, c'est une ville qui n'en peut plus, c'est une ville à bout de souffle, où tout est... voilà, tout est détruit quasiment, mais c'est quand même ma ville et moi j'espère que avant de disparaître, sait-on jamais, je vais faire la connaissance d'une nouvelle ville, une ville qui aura été construite, une ville dans laquelle il y aura des infrastructures, des places publiques accessibles à tous. Mais là, la nouvelle ville que je donne à voir un peu, c'est la ville de Cécé. Donc, c'est Célia qui montre cette ville totalement ghettoisée avec des gangs et avec des moyens limités de déplacement. Donc, il y a une évolution de Port-au-Prince que je montre qui est intéressante, je pense. Oui, et tout à fait. Vous avez, alors, elle prend beaucoup de photos, donc elle documente d'une façon ce développement de la ville. Et comme vous avez fait avec le reste du temps, vous avez ancré les personnages dans des différentes parties de la ville. Comme je pense à Jean-Baptiste, c'est un de mes personnages préférés de vos écrits parce que la relation que vous développez avec ce personnage, c'est à travers la ville, à travers les chemins que qui vous mènent jusqu'à votre travail de votre maison. Donc, merci pour ça. Merci aussi d'être un lecteur. C'est vrai que Jean-Baptiste est très attachant. Et en fait, Jean-Baptiste, je l'ai connu un peu sans le connaître parce que j'étais à l'école normale supérieure en ville, à la rue de la Réunion. Là, c'est le bas de la ville, ce qui fut autrefois le centre-ville avant le tremblement de terre. Et Jean-Baptiste, il vendait des livres. Et Jean-Baptiste, il vendait les livres au poids. C'est-à-dire, vous aviez un Sabato ou n'importe quel livre, un Borges, Fiction de Borges, par exemple, qui est un livre assez mince, ou bien Soi de Alessandro Barrico. Et je me rappelle particulièrement de Soi, parce que c'est Jean-Baptiste qui m'avait vendu, il ne s'appelait pas Jean-Baptiste, je lui ai donné un prénom, et qui m'avait vendu Soi. Alors, Soi était moins cher qu'un autre livre, parce que cet autre livre, qui était une sorte de roman de gare, était plus volumineux. Donc, Jean-Baptiste, il vendait les livres au poids. Donc, je me rappellerai toujours de cela. Donc, voilà, j'ai rencontré ce personnage, ce libraire de fortune sur mon chemin d'étudiante. C'est vrai. Alors, vous avez évoqué le corps de Port-au-Prince et ses attachements, n'est-ce pas, familiaux et aussi à d'autres, n'est-ce pas, d'autres citoyens. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler des liens familiaux, justement, de votre œuvre? On voit des liens très étroits, comme c'est avec sa grand-mère et tonton Fredo, par exemple. Et parfois, ces liens sont
inaliénable, même quand on essaie de s'éloigner. Et là, je pense au Testament des solitudes. Et en même temps, vous écrivez de personnages féminins très, très complexes, avec une vie intérieure richissime. Est-ce que vous pourriez parler de ça, de ce lien familial et de personnages féminins en particulier? Ici, les liens familiaux sont extrêmement importants en Haïti. Je pense que c'est un petit peu de l'Afrique que nous avons, beaucoup même de l'Afrique, mais aussi, voilà, parce que la Caraïbe, c'est un carrefour des cultures et les liens familiaux sont extrêmement importants. Dans le Testament des solitudes, voilà, c'est le regard de cette, qui est un livre qui marque mon entrée dans le récit, dans le texte long, parce qu'avant, j'écrivais uniquement de la poésie, jusqu'à ce qu'un matin, je me rende compte qu'il y avait des choses qui m'avaient échappé dans ma vie, que j'avais mis beaucoup de temps à comprendre. C'est comme si je me reprochais un peu d'avoir été un enfant, ce qui n'est pas normal a priori. Donc, il fallait que je raconte la vie de ces femmes qui étaient là sur mon parcours, que j'ai connu de ces gens qui habitaient le quartier de mon enfance et de cette grosse vague d'immigration vers les États-Unis et de cette immigration qui a rendu énormément de services parce que vous savez que l'aide, que les transferts que font la diaspora haïtienne est supérieur à l'aide internationale qui est donnée à Haïti. Donc, c'est une histoire de grande générosité, mais c'est une histoire désastreuse aussi dans la mesure où ces gens, ces femmes particulièrement qui partaient souvent sur des embarcations de fortune pour les États-Unis, ne revenaient jamais dans leur pays. Parce que, bon, elles partaient et n'arrivaient jamais à obtenir des documents légaux et elles mouraient d'accidents, de maladies aux États-Unis. Donc, j'avais envie de raconter cette histoire, j'avais envie de faire une sorte de restitution de tout ce que j'avais dit. Et ces femmes-là, ces personnages-là, ce n'étaient pas seulement des personnages qui étaient autour de moi, dans ma famille, mais c'était un pays. Les choses n'ont pas beaucoup changé depuis. C'était un pays et qui partait, mais les gens avaient envie de vivre, les gens avaient envie d'aider ceux qui restaient et qui faisaient face au quotidien extrêmement dur. Et quand ils envoyaient des transferts, à l'époque, il n'y avait pas Internet, ils envoyaient des transferts et souvent, c'était de petits montants. Ils envoyaient 100 $ et ils disaient, vous donnerez 5 $ à voisine un tel, vous donnerez 5 $ à un tel, vous paierez l'école de un tel. Donc, ça, en fait, j'avais vu ces choses-là. Et puis, un jour, je me suis dit, mais il faut que je raconte ça. Le pays a besoin de savoir, on a besoin de consigner cela. Et je suis contente que le livre ait été traduit, comme ça l'histoire va être connue de plus de gens. Et CC, c'est un autre parti pris. CC, c'est la jeune haïtienne d'aujourd'hui, la citadine qui a 21 ans et qui est féministe, même si elle ne l'exprime pas comme on l'exprime, comme l'exprimeraient des universitaires, des gens comme vous, qui sont frottés aux théories du féminisme, au wokisme et tout ça, mais elle est féministe parce qu'elle a une très grande conscience de son être, aussi de son environnement. Elle surplombe tout et elle comprend et elle nous aide à comprendre ce qui se passe dans ces quartiers-là qui portent des noms issus de la Bible, mais où les gens sont extrêmement violents et comment les gens, ils n'en peuvent plus, comment les gens, ils se débrouillent, qu'est-ce qu'ils espèrent, comment ils voient l'étranger, quels sont leurs rapports les uns avec les autres, comment la vie est traitée, comment la mort est traitée et comment souvent on fait très peu cas de la vie, les faillites de l'État aussi, parce que Haïti est un État failli, c'est ce qu'il est aujourd'hui, et c'est pour cela que nous vivons tout cela. Et voilà, donc il y a tout un passé aussi qui explique ce que nous vivons aujourd'hui. Et comme a dit un écrivain, le passé est imprévisible parce qu'il a des conséquences sur le présent et qui sont terribles, surtout quand on oublie ce passé-là. Donc, CC nous aide à comprendre ce qui se passe dans ces quartiers que j'appelle les villages de Dieu.
il y a un quartier effectivement qui s'appelle le village de Dieu, mais pour moi, il fallait faire une métaphore avec ce village de Dieu où l'Église est le seul lieu de socialisation, mais en même temps, les gens sont extrêmement violents et ils sont dépassés par le quotidien. Et c'est cette jeune femme très moderne qui naît de sa grand-mère et sa mère qu'elle n'a pas connue, et l'oncle qui est parti aux États-Unis, qui a été déporté, parce que depuis des années, nous faisons face à ce phénomène où les États-Unis particulièrement et le Canada, ils déportent des Haïtiens qui ont été en délicatesse avec la loi. Donc, ces gens, ils arrivent, ils sont désespérés, et on comprend aussi qu'il n'y a plus d'Eldorado dans le monde. C'est-à-dire, et nous rêvons tous depuis toujours de partir parce que nous sommes des insulaires d'une part, mais aussi et surtout parce que nous, Haïtiens, nous avons été déportés des côtes africaines. Nous avons été déportés et mis en esclavage, et les gens réduits en esclavage ont toujours eu ce besoin de rentrer à la maison. Et je l'ai dit dans le livre, quand quelqu'un décède jusqu'à présent aujourd'hui en Haïti, on dit que son âme est retournée en Guinée. Quand on parle de Guinée, on parle du golfe de Guinée, de toute la côte de l'Afrique. Donc, nous avons besoin de partir, nous avons besoin d'aller voir ailleurs, comme tout le monde. Et voilà, un jeune Américain qui part, il peut partir, donc il peut, avec une valise au dos, aller faire le tour du monde, mais nous ne pouvons pas parce qu'il nous faut des visas, parce que nous sommes pauvres. Donc, ce qui décuple cette envie d'aller voir le monde et la misère aussi qu'il y a ici fait que les gens ont besoin d'aller travailler ailleurs. Donc, Cécé, elle est confrontée à cette situation extrêmement difficile, sa grand-mère à qui elle doit tout, mais aussi son oncle qui est comme une sorte d'héritage de sa grand-mère qui l'a beaucoup aidé, qui l'a élevé, et l'oncle qui revient totalement désespéré, totalement, qui boit sa vie, qui boit pour oublier. Donc, elle se sent responsable de cet oncle-là et aucune proposition ne la détourne de son devoir de s'occuper de son oncle. Et aussi parce qu'elle est féministe. Elle ne part pas avec un homme juste parce que cet homme lui promet une maison, lui promet de travailler dans une boutique, parce qu'elle comprend Cissé. Donc, ça la mettrait sous la coupe de cet homme et elle serait obligée de travailler à la boutique, de faire à manger. Donc, la féministe qu'elle est, la personne extrêmement lucide qu'elle est, comprend cela et elle dit non. Et Cécé se débrouille, Cécé est moderne, Cécé comprend, et Cécé nous tient la main pour comprendre Jules César, pour comprendre Patience, pour comprendre Soline, pour comprendre le pays, pour comprendre la politique et aussi pour comprendre l'importance des liens familiaux ici et c'est grâce à la famille souvent, aux voisins aussi souvent qu'on peut vivre ici parce que nous n'avons pas de système d'assurance, il n'y a pas d'allocation de l'État pour permettre aux gens d'avoir un minimum d'argent. Donc, c'est cette solidarité entre les gens qui fait que la vie est encore tenable. Donc, voilà, c'est tout ce que c'est dit, mais sans pathos, sans vouloir attirer la pitié, etc. Elle raconte, elle est solide dans ce qu'elle pense, elle explique et elle voit un peu plus loin que les autres et elle se sent responsable vis-à-vis de son oncle qui est le dernier membre de sa famille, en fait. Oui, alors, le tonton Fredo, son personnage est un peu triste parce qu'on a l'impression que une part de son âme est restée ailleurs. Et vous avez créé certains personnages, et je pense là à Un ailleurs à soi, où l'ailleurs est un phénomène très puissant pour les personnages, surtout pour les femmes, que cet ailleurs soit au pays, mais dans un autre contexte, dans un autre lieu, dans une autre maison, ou bien que ce soit dans un autre pays où se situe l'ailleurs comme un endroit fixe ou peut-être fugitif vers lequel on va. Est-ce que vous pouvez parler de cette notion de l'ailleurs parce que ça traverse plusieurs de vos livres et vous avez évoqué également Guinée
là où retournent les âmes des personnes disparues? En fait, l'ailleurs, c'est là où on vit, où la vie est possible. L'ailleurs, c'est des réalisations économiques, des réalisations sociales. Donc, les Haïtiennes, les Haïtiens de tout temps ont rêvé de partir, de s'en aller. Et il y a même un livre qui a été écrit il y a quelques années dans lequel on dit que l'écrivain, c'est plutôt un essai, qui dit que la Haïti a toujours été un pays de transit, un pays d'où l'on part, d'où l'on part, on ne reste pas, on vient, on passe et on part. Donc, c'est ça la représentation de l'ailleurs et beaucoup de faits historiques et sociaux ont aussi poussé les Haïtiens à partir. À partir de 1957, il y a eu la dictature et beaucoup d'Haïtiens sont partis. En 1960, il y a eu le phénomène des indépendances en Afrique où les Haïtiens, les Haïtiennes sont partis travailler comme enseignants au Zaïre à l'époque, qui est devenu la République démocratique du Congo. Ils sont partis en Côte d'Ivoire et voilà, donc ils sont partis. Et dans les années 80, et la misère, les problèmes, la dictature a fait que beaucoup de gens sur des embarcations de fortune sont partis pour les États-Unis. Donc, ils ont découvert que c'était possible de rallier les côtes floridiennes avec des petits bateaux, des esquifs jusqu'à Miami. Donc, il y en a énormément qui sont partis et qui ont constitué une très grosse diaspora. Et c'est cette diaspora-là, partie dans les années 80, dont je parle dans le Testament des solitudes. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, ils partaient, ils ne revenaient pas. Et souvent, ils passaient par la prison et la prison s'appelait Chrome. C'était le camp Chrome où on enfermait les Haïtiens et on les ramenait chez eux et ils retentaient l'aventure, ils repartaient de plus belle. Donc, il y en a qui ont essayé 4-5 fois jusqu'à ce qu'ils puissent partir et arriver aux États-Unis. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec la mer Méditerranée, avec les Libyens, les Africains qui traversent pour rejoindre l'Europe. Donc, c'est ça l'ailleurs. Et l'ailleurs aussi, c'est souvent, aussi, il n'y a pas que les pauvres qui soient partis en Haïti. Et au début des années 90, beaucoup de gens sont partis, des professionnels, des universitaires, notamment parce que le Canada avait une politique d'immigration choisie. Et des gens qui étaient médecins en Haïti ne pouvaient pas avoir l'équivalence au Canada, mais ils partaient quand même. Ils étaient médecins en Haïti, ils avaient une bonne situation et du jour au lendemain, ils se retrouvaient comme garde-malade dans un hôpital à Montréal. Et moi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi ils faisaient ce choix? Mais en fait, et plusieurs explications me sont venues. Est-ce parce que l'envie de vivre ailleurs était trop forte? Est-ce parce qu'ils ne voyaient pas d'avenir pour leurs enfants dans ce pays? Les réponses sont peut-être nombreuses, mais cette question de l'ailleurs, elle est centrale aujourd'hui en Haïti. Et des chiffres nous disent aujourd'hui que quasiment tous les diplômés haïtiens se retrouvent en terre étrangère, ce qui pose un véritable problème par rapport à l'avenir, par rapport à cette construction nécessaire du pays qu'il faut entreprendre. Donc, ce tailleur est là et même pire, depuis petit, les enfants apprennent que ailleurs c'est mieux, que pour reprendre le titre de Milan Kundera, que la vie est ailleurs. Donc, cette perception de l'ailleurs, elle est tellement forte, mais ce ailleurs s'est quelque peu décomposé aujourd'hui avec les réseaux sociaux parce que les gens, ils voient. Avant, les gens, ils partaient et ils travaillaient 18 heures par jour aux États-Unis pour pouvoir envoyer de l'argent et ils disaient qu'ils étaient heureux. Mais aujourd'hui, les gens savent qu'ils ne sont pas heureux. Mais on est tellement miséreux ici que les gens, ils préfèrent évidemment cette situation délicate
au lieu de vivre en Haïti. Mais en même temps, on sait aujourd'hui, quand on a vu la police montée américaine courir après des Haïtiens au Texas, les gens ont été extrêmement choqués ici en Haïti, surtout quand on sait le rôle que les États-Unis ont joué dans la politique intérieure haïtienne depuis plus de 100 ans, depuis toujours quasiment. On se dit, mais il y a quelque chose qui se passe là que beaucoup de gens devraient comprendre. Et aujourd'hui, les voyages ont évolué, les gens vont au Chili, les gens vont au Brésil, à un certain moment, ils allaient au Suriname, jusqu'à ce que le Suriname interrompe ses vols avec Haïti, comme je le raconte dans Un ailleurs à soi. Donc, et voilà, mais les gens, ils ont envie d'autre chose, ils ont envie d'ailleurs, ils ont envie de partir. Et comme moi, j'écris le présent, j'écris ce que les gens ressentent aujourd'hui, ce qu'ils vivent, ce que je vois, j'interprète ce présent. Donc, je me retrouve souvent avec la question de l'ailleurs dans mes livres. Dans la plupart de mes livres, il y a un ailleurs, il y a quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui entre, il y a quelque chose qui concerne la vie à l'étranger. Et c'est vrai qu'on s'avait dit avec Nathan et Jocelyn, en fait, que votre exploration de l'ailleurs, qui, oui, on la voit un peu partout dans vos écrits, ça vous permet de toucher à la mémoire et aussi, surtout, à la dignité de l'être humain. Oui, à la dignité de l'être humain, et parce il faut qu'on se raconte. Et c'est ça le rôle de la littérature, c'est de raconter le présent, c'est de raconter l'être humain. Voilà, retrouver quelqu'un que l'on connaît dans un roman. Et c'est dans les romans que peut-être qu'on apprend le mieux l'histoire. Parce que l'histoire, elle est très partielle. L'histoire rapportée, écrite par des historiens, ce qu'on appelle la grande histoire. Par exemple, on a assassiné notre président en juillet dernier. Moi, je pense qu'il n'y a que les romanciers qui pourront raconter tout ça, qui pourront raconter ce que les gens ont ressenti et qui pourront raconter le grand silence qui s'en est suivi. Donc, et voilà, l'histoire dira, voilà, quel jour cela s'est passé, comment cela s'est passé, mais ça ne va pas suffire. Pour comprendre la vie, pour comprendre les époques, il faut aller dans les romans. Et moi, je raconte mon époque. Et mon époque est faite de cela, est faite de cette envie de partir, est faite de ce mal-être, est faite de ces débats autour de la citoyenneté, est faite de la ghettoisation de la ville, des gangs qui s'affrontent. Donc, je pense que dans 50 ans, pour comprendre l'Haïti du début du siècle, il va falloir passer par les romans pour voir Port-au-Prince, parce que voir, ce n'est pas seulement dans les photos, il faut voir ce qui est écrit, comment on marche dans cette ville, comment sont les bâtiments, et qu'est-ce qu'on respire. Parce que la grande histoire ne raconte pas ce qu'on respire quand on passe par la rue de la Réunion, comme c'est raconté dans le reste du temps. Pendant l'embargo sur Haïti, il y avait une odeur de cadavre extraordinaire à la rue de l'Enterrement. La rue de l'Enterrement, c'est une rue proche de l'école normale supérieure où j'étais à l'époque, et ça s'appelle la rue de l'enterrement parce que les enterrements passaient par cette rue-là pour aller au grand cimetière de Port-au-Prince à un certain moment. Donc, et du coup, il y a beaucoup d'entreprises mortuaires qui se sont retrouvées dans cette rue-là. Quasiment toute la rue est composée d'entreprises mortuaires, et pendant l'embargo, il n'y avait pas d'essence, il n'y avait pas d'électricité, mais les gens mouraient quand même. Il faut bien que les gens meurent. Et ça sentait le cadavre. Et quand on sortait de l'école normale, pour aller sur la grande rue, il fallait courir tellement ça sentait le cadavre. Donc, je pense que c'est dans les livres, c'est dans le reste du temps que l'on va trouver cela. Les historiens, la grande histoire va raconter l'embargo, va raconter le coup d'État qu'il y avait, les négociations, comment les Américains ont ramené le président Aristide, mais cette odeur-là, on en aura besoin pour comprendre. Et c'est en cela que le roman est extrêmement important. Alors, depuis la sortie justement de Des villages de Dieu en novembre 2020,
vous avez été récompensé de plusieurs prix et distinctions littéraires, dont le prix de rayonnement de la langue, littérature française de l'Académie française, le prix Fetkan Marie Scondé de la mémoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience en publiant un roman aussi percutant que celui-ci au plein milieu d'une pandémie et d'une crise sociale et politique que vous avez de mentionner en Haïti et ailleurs? Ce livre, voilà, en fait, d'un livre à un autre, on a différentes sensations. Je pense que c'est le cas de tous les écrivains. Moi, j'ai commencé à écrire, en fait, je voulais écrire une histoire sur ces ghettos. Et là, en 2000, j'ai commencé en 2013, peut-être en 2012. Et là, ça n'a pas marché. J'ai laissé tomber le début de ce récit qui n'allait pas du tout, qui doit se trouver quelque part toujours sur mon ordinateur et qui devait s'appeler Place de la Résurrection. Et là, le, le, et puis un jour, j'écoute la radio, je suis dans ma voiture et j'entends un fait divers. Il y a un membre de gang qui raconte comment, de sang-froid, il a abattu le chef de gang, lui et ses amis. Et pourquoi il l'a abattu? Parce qu'il ne partageait pas il ne partageait pas le butin des vols et il donnait plus à manger à ses chiens et il se permettait de coucher avec leur maîtresse et il ne partageait pas la bière. Donc, ils l'ont assassiné. Et là, je me suis mise à mettre, j'ai trouvé que c'était quand même énorme que quelqu'un de sang-froid explique qu'il a tué quelqu'un. Voilà, et la police n'a rien dit, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien eu. Donc, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et je me suis mise à suivre l'actualité des gangs, comment ça évoluait, particulièrement dans le quartier de Martissan, à comprendre, à lire des articles. Et un jour, il y a un personnage qui a débarqué comme ça dans ma tête, qui s'appelle Célia. Je ne savais même pas comment elle s'appelait quand ça a commencé. Le livre est arrivé très vite. Je l'ai pensé pendant longtemps, pendant près de 2 ans. Et j'ai commencé à l'écrire en 2000, j'ai commencé à l'écrire en 2018. Je l'ai laissé, j'ai écrit Un ailleurs à soi et je suis revenu. Mais le livre, à chaque fois que j'ouvrais l'ordinateur, il arrivait très, très vite. C'est la première fois de ma vie que j'écris un livre aussi vite dans le temps. En fait, pas dans le temps, c'est-à-dire, j'ai mis 2 ans à l'écrire, mais j'aurais pu l'écrire en un mois. Parce qu'à chaque fois que je commençais à écrire, j'écrivais 10-12 pages sans arrêt jusqu'à ce que je prenne peur et que je ferme l'ordinateur. Et quand je revenais sur le texte, c'était à la même vitesse. Je n'avais même pas besoin de relire ce que j'avais écrit avant et ça partait tout seul. Donc, finalement, un matin, je l'ai écrit d'un coup, voilà, c'était fini. J'ai rencontré Jules César, j'ai rencontré Patience, j'ai rencontré Soline, Lucie, le pasteur Victor, Fénelon et tout ce beau monde. Et en fait, je voulais faire rire les gens aussi, parce que je ne voulais pas être dans le tragique. Mais à chaque fois que j'essaye de faire rire les gens, ça ne marche pas. Donc là, j'ai essayé et et quand j'ai eu fini d'écrire le livre, je l'ai envoyé à mon éditeur, qui est Mémoire d'un crier, que j'appelle mon éditeur historique. Parce que je n'ai jamais essayé de donner de livre à un éditeur en France, parce que je suis quelqu'un de fidèle dans la vie. Je donne les livres à Mémoire d'un crier. Et je rencontre Rodney Saint-Éloi en janvier 2020 à Port-au-Prince pour l'enterrement de Georges Castrat, qui est un très grand poète qui est parti le 24 janvier 2020. Et je lui avais envoyé le livre avant, peut-être au mois de décembre, et il vient, il me dit, est-ce qu'on peut se voir autour du manuscrit? Et il m'a dit, voilà, non, 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 je me trompe. Il m'avait envoyé les remarques du comité de lecture. Quand j'ai lu les remarques du comité de lecture à propos de Les Villages de Dieu, je n'ai pas répondu parce que j'ai pensé tout de suite que le comité de lecture s'était planté dans les grandes largeurs. Et là, il est venu, il m'a dit, n'est-ce pas que tu n'as pas répondu aux remarques du comité de lecture parce que le comité de lecture me demandait de faire des changements, mais très folkloriques, comme quoi il n'y a pas de viol, il n'y a pas de langage de ghetto, etc. Moi, c'est pas cela que je voulais. Et il est venu, il m'a dit ça et je lui ai dit, je ne changerai rien.
dans le texte, je ne changerai rien. Donc, tant qu'à faire, je vais le donner à un éditeur en France. Je pense que je peux trouver facilement un éditeur pour le livre. Et il m'a appelé une fois, j'étais en voiture, je me suis arrêtée pour lui parler. Il m'a dit, il faut que tu m'envoies le livre. Je lui ai dit, est-ce que tu as compris que je ne souhaitais faire aucun changement dans le livre? Je lui ai dit, si tu l'envoies chez un correcteur qui trouve qu'il y a quelques fautes de grammaire et qui me dit, écoute, ici, au lieu de mettre le, tu as mis là, je veux bien changer. Mais sinon, je ne changerai rien. Et je n'ai rien changé. Et voilà comment le livre, il est né. Et il a eu l'impact qu'il a eu dans la francophonie à Montréal. Et j'ai eu il y a 3 semaines le prix Carbet des lycéens. Je pars recevoir le prix le 20 en Guadeloupe. Et pour moi, c'est le meilleur des prix que j'ai pu avoir parce que c'est un prix qui est donné par des écoliers, c'est-à-dire un secteur qui n'est pas contaminé par un certain nombre d'affects, comme c'est le cas des jurys en général des prix littéraires. Donc, et voilà, le livre, il a eu l'impact qu'il a eu. Et voilà, il commençait à faire son chemin, mais c'est quand Dany Laferrière a écrit ce papier sur le livre. Et Dany a fait paraître le papier. Le timing, il était extraordinaire, même si on ne l'a pas cherché. Il a fait paraître le papier suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse pour dire, écoutez, ne m'appelez plus pour me demander de donner des entretiens sur Haïti. C'est Emily Prophète qui peut les donner maintenant. Très bien, mais Dany n'a pas attendu l'assassinat du président pour me dire ça. Parce que le dimanche, il m'avait appelé pour me dire, écoute, Emily, voilà, je trouve que ton livre est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé ton livre. Il était très, très enthousiaste, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il écrive ce papier-là sur le livre. Et ça a permis au livre de décoller un petit peu partout dans la francophonie. Les gens l'ont lu, les gens l'ont acheté. Donc, et ça a eu l'impact qu'il a eu et a permis à beaucoup de gens, mais vraiment d'entrer dans cet univers haïtien des ghettos et dans cette littérature, parce que la littérature, au-delà et peut-être même avant l'histoire qu'elle raconte, c'est la langue dans laquelle on choisit de raconter l'histoire, ce sont les personnages, ce sont des partis pris, et je pense que le le, les villages de Dieu a trouvé ses lectrices et ses lecteurs et je suis très contente d'avoir pu en même temps avec de la pudeur parce que serait la littérature sans la pudeur, avec de la pudeur mais également avec énormément de franchise, montrer un peu la vie de ces Haïtiennes, de ces Haïtiens. Je parle beaucoup, hein? C'est pas grave. Mais très vite, si je peux me permettre, en fait, Dany Laferrière écrit sur votre roman. C'est un roman exceptionnel, le meilleur livre sur Haïti, le plus fort, le plus juste et peut-être le mieux écrit. Donc, bravo. On vous félicite. Alors là, on va ouvrir la conversation au public. Donc, si vous avez une question, vous pouvez soit enlever la sourdine et la poser vous-même, ou bien vous pouvez la mettre dans le chat et on va la proposer à Emily. Bonjour, j'ai une question. Bonjour Amélie, c'est Jocelyne. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu rejoindre la conversation comme on avait prévu. Mais je voulais poser une question par rapport à l'amour romantique, surtout dans les textes de Un ailleurs à soi et Impasse dignité. Il me semble que l'amour romantique donne une voix à l'ailleurs, peut-être, pour des personnages principaux. Et j'aimerais juste écouter un peu l'importance de l'amour romantique pour vous dans vos textes.
Mais l'amour romantique, et comme vous dites, Jocelyne, est essentiel parce que, et voilà, dans Un ailleurs à soi, comme dans Impasse Dignité, il y a un amour romantique. J'aime beaucoup cette appellation qui n'est pas exprimée dans le cas de Impasse Dignité et où, voilà, il y a deux personnages qui cherchent à se rencontrer et à traverser des obstacles sociaux. Et aussi dans Un ailleurs à soi, il y a un couple de femmes, un couple homosexuel qui cherchent vraiment voilà, à se rencontrer, mais là aussi c'est une rencontre impossible parce qu'elles ne veulent pas de la même chose. Donc voilà, ces amours sont extrêmement importantes et voilà, de même que l'amour de Carlos pour CC, c'est un amour sincère, mais aussi il y a une impossibilité de rencontre, il y a une impossibilité de rencontre qui dit quelque part et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ici en Haïti aujourd'hui. Parce que c'est l'amour, tous les sentiments, tout ce que nous vivons au quotidien comme être humain est vraiment assujetti à ce qu'il y a autour de nous. La société, comment elle fonctionne, et comment elle se voit, comment elle se projette. Et en Haïti, nous avons une société très, très divisée et c'est depuis l'indépendance où il y a des questions de noirs, des questions de mulâtres, des questions de gens d'argent, des questions de gens qui n'ont pas, nous n'avons pas pu faire une école de la République. Donc, l'amour romantique est extrêmement important, mais aussi, elle me permet de traduire des impossibilités. Parce que il y a toujours de l'impossibilité et dans les amours. Je ne parle pas de telenovela ou autre chose, mais c'est des questions de vie, c'est des questions humaines extrêmement importantes auxquelles nous sommes les uns et les autres confrontés au quotidien, soit personnellement, soit en tant qu'observateur, observatrice. Et on a une question dans le chat qui vient de Charlie. Est-ce que vous pouvez parler de votre processus d'écriture? Comment abordez-vous l'écriture d'un texte par un personnage, une image, une intrigue? Également, est-ce que vous écrivez à un moment spécifique de la journée, plutôt le matin ou le soir? Et est-ce que cela a une influence sur votre écriture? En fait, les livres me viennent par exemple, ces jours-ci, je dois faire énormément d'efforts parce que j'ai beaucoup de choses à faire. C'est comme si je travaillais à la chaîne, tellement j'ai de choses à faire, mais je suis très perturbée par un livre qui arrive. Je suis très, très perturbée parce que le livre, il vient d'abord dans ma tête, dans mon corps. Et à chaque fois que je tourne la tête, j'entends une voix, j'entends une phrase, il y a quelque chose qui me ramène au livre. Et ces jours-ci, c'est extrêmement perturbant. Et quand j'écris, je ne peux plus rien faire d'autre. C'est-à-dire, je fais les choses de manière très superficielle. Je suis à tête, je suis comme, je suis dans une forme d'autisme. Je suis avec moi-même et je ne peux laisser de la place qu'au livre et à ses personnages. Donc, comment me viennent les livres? Ils sont venus de différentes manières, de l'un à l'autre. Voilà. Et par exemple, Un ailleurs à soi, j'ai eu envie d'écrire Un ailleurs à soi parce que j'avais lu un éditorial dans le journal de Nouvelliste qui parlait du dernier avion qui allait à Paramaribo. Parce que quand les Haïtiens n'avaient pas besoin de visa pour aller à Suriname, à Paramaribo, et ils y allaient tellement qu'à un certain moment, Paramaribo a décidé de couper, mais vraiment de manière radicale, de couper la liaison aérienne avec Haïti. Et là, dans ce dernier vol, il y avait l'éditorial de Franz Duval où les gens, ils étaient très anxieux en train d'attendre dans la ligne. Et je me suis mis à me demander ce qui avait bien pu se passer dans la tête de ces gens-là. Qu'est-ce qu'il y avait eu avant qu'ils ne décident de partir, de s'en aller comme ça, de tout laisser tomber pour partir pour le Suriname. Mais à cette époque-là, beaucoup de gens partaient et ils attendaient tout près de l'aéroport parce qu'ils arrivaient de partout, que l'avion arrive, ils achetaient leurs billets et ils partaient.
Et je suis allée aussi cette même année, 2018, je suis allée au Niger dans le cadre du Printemps des poètes et j'étais dans une salle de classe au Niger et je voyais des jeunes filles, mais très, très jeunes, qui devaient avoir 13, 14 ans. Et elles étaient dans une classe, mais séparées des garçons. Il y avait d'un côté les garçons et d'un côté les filles. Et les filles de 13, 14 ans, il y en avait qui étaient enceintes et totalement recouvertes parce qu'elles étaient mariées, elles étaient épouses numéro 2, numéro 3, etc. Ça m'avait beaucoup choqué et j'étais en train de leur parler et puis je me disais dans ma tête, et en 2018, les jeunes Nigériennes rêvent d'aller vivre à Amsterdam, rêve d'aller vivre à Amsterdam. C'est une ville d'eau, de liberté, parce que Amsterdam, c'est la liberté. Déjà, les gens sentent qu'ils sont libres avec leur vélo et il y a un certain bonheur à Amsterdam. C'est une ville d'eau, c'est une ville... Et là, comme il y a beaucoup de problèmes d'eau au Niger, et l'un dans l'autre, j'ai commencé à réfléchir sur ce livre-là. Et voilà, en 2018, les jeunes Nigériennes rêvent d'aller vivre à Amsterdam. Et j'étais en train de me répéter cela. En 2018, les jeunes Nigériennes rêvent d'aller vivre à Amsterdam. Et aussi, les jeunes haïtiennes rêvent d'aller vivre à Amsterdam parce que Suriname, c'est une porte d'entrée vers Amsterdam. Donc voilà, et c'est comme ça que Fatou, elle est entrée dans ma tête et voilà, et elle est partie, elle voulait partir pour Amsterdam, elle était mal dans sa peau et voilà, j'ai ouvert mon ordinateur et je les ai laissés parler. Parce que je laisse parler les personnages. Je commence à penser aux personnages, à penser à eux, et j'ouvre l'ordinateur et je les laisse parler à leur tour. Parce qu'ils viennent, ils m'habitent et je les laisse parler. Il y en a que je rencontre en cours de livre. Par exemple, Jules César. Jules César, quel personnage dans les villages de Dieu. Il est flamboyant. Voilà, c'est un bandit sympathique. Donc, Jules César est arrivé, l'homme qui aime sa mère, l'homme qui est passé par l'université et qui intègre un gang jusqu'à en devenir le chef. Donc, et moi, quand j'écris surtout l'après-midi chez moi parce que je travaille le matin. Faut-il bien que je travaille et j'arrive à la maison, j'ouvre l'ordinateur, je commence à écrire, je ferme le clapet, je reviens, je me lève en pleine nuit et des fois, j'arrête tout aussi pendant la journée parce que voilà, je suis envahi par ces personnages qui me commandent d'ouvrir l'ordinateur. Donc, voilà, mais j'aime bien écrire chez moi, à la maison. Je n'écris pas quand je suis à l'étranger, je n'écris pas. Je ne sais pas pourquoi, quand je suis à l'étranger, je vais dans les musées, je me promène, je n'écris pas. Donc, il faut que je sois là, chez moi, ça peut être dans mon lit, sur le bureau, donc j'écris n'importe où, chez moi, à n'importe quelle heure. Et à mesure de la rédaction du livre, il y a des urgences qui se présentent. Des fois, on sent qu'il y a une urgence. Voilà, on est en train de faire autre chose, mais il y a une urgence, il faut tout de suite ouvrir l'ordinateur pour écrire quelque chose. Donc, voilà, des fois, je commence à la main, à la main et ensuite, je vais à l'ordinateur. Par exemple, hier soir, quand je suis rentré, j'étais à New York jusqu'à hier après-midi. J'étais au Festival des 5 continents. Et là, comme je suis tourmenté depuis quelque temps par un livre, hier soir, je me suis résigné à la main à écrire quelques petites phrases sur le prochain livre. Voilà. Et voilà. Merci. Alors, nous avons une question de Jen qui demande est-ce que l'ailleurs qui s'effrite peut être l'occasion de repenser le rapport au local, de se réapproprier un ancrage dans le réel, même si celui-ci est en crise? Moi, je pense que nous n'avons pas le choix, pas nous seulement, mais d'un peu partout où les gens veulent s'en aller, veulent aller en Europe comme aux États-Unis, il faut se questionner parce que ces pays peuvent de moins en moins se recevoir. Espérons que ça change. Déjà, avec la montée des droites un petit peu partout, vous voyez, le passage de M. Trump aux États-Unis a été quand même quelque chose pour l'Amérique qui est un pays d'accueil depuis toujours. Donc, et je crois que les gens se sont rendus compte de cela et qu'il y a nécessité de construire le chez-soi. Et quand le chez-soi, comme l'argent va toujours chez les riches, quand chez-soi est construit, est bon, et les gens vous permettent d'aller chez eux.
Donc, c'est cela aussi. C'est pour cela que les Américains vont sans visa au Canada et vice-versa, que les Français arrivent sans visa aux États-Unis et qu'ils partent sans visa en Australie. Voilà, donc c'est cela. Donc, il faut construire ces lieux de vie. Et aujourd'hui, c'est ce dont nous avons besoin en Haïti, de faire silence, de faire un peu silence. C'est un pays qui a besoin de peu de silence aujourd'hui, Haïti, parce que tout le monde parle en même temps et il y a énormément de bruit, mais c'est surtout les hommes qui font du bruit. Donc, nous avons besoin d'un peu de silence pour parler de chez nous, pour construire chez nous, pour nous entendre sur des politiques publiques, voilà, et penser à la collectivité. Donc, il faut à tout prix que nous construisions cet intérieur-là pour mieux penser à l'ailleurs. Alors, s'il y a une dernière question pour Emily, on vous invite. Ah, OK. Alors là, on a une question de Steve dans la galerie. Est-ce que Madame Prophète pourrait parler de l'influence sur son œuvre des écrivaines haïtiennes qui l'ont précédée, comme Marie-Vieux Chauvet peut-être? Ah oui, une influence énorme. Marie-Vieux Chauvet est la première d'entre nous, comme on dit, avec amour, colère, folie et particulièrement amour, cette liberté dans le dire, cette écriture magistrale, cette langue. On a tous rêvé, toutes plutôt, les écrivaines contemporaines, d'être Marie-Vieux Chauvet. Et on doit beaucoup à Marie-Vieux Chauvet. Et mais pour moi, ce qui me concerne, pas seulement qu'à Marie-Vieux Chauvet, parce que je dois beaucoup aussi sûrement à Yannick Laens, à Ketli Mars, à Evelyne Trouillot, qui sont plus âgés que moi et que j'ai eu la chance et le privilège de lire. Et quant à Yannick, elle a été mon professeur à l'université, donc elle m'a appris beaucoup de choses, non seulement comme professeur, mais aussi comme écrivaine, le rapport à la littérature, le rapport au milieu. Donc, je dois énormément de choses aux écrivaines qui m'ont précédé et aux écrivains aussi. Ça, voilà, il faut l'ajouter. Alors, merci. Là, je pense qu'il faut qu'on s'arrête, mais on vous remercie énormément, Emily, d'être venue, d'être parmi nous. Ouais, merci Amélie, merci tout le monde de nous joindre. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et à vous tous. Vous avez été 28 à un certain moment. Je suis tellement fière d'avoir eu ce public. Merci beaucoup. C'était un très, très, très bon moment pour moi. Merci de m'avoir donné l'occasion de vous parler de littérature, de vous parler d'Haïti et un petit peu de moi. Merci beaucoup, Jocelyne. Merci tout le monde. Et merci, Erika. Merci, Nathan. Merci à toutes et à tous. Voilà, et puis Erika sera restée jusqu'à la fin. Voilà. Bon, Naoué. Merci tout le monde, à la prochaine. Ah ouais, merci en pile. D'accord, bye bye.